À 50 degrés avec un taux d'humidité à 90% sur l'équateur, les gens vont mourir de chaleur. Enfin, on ne pourra plus transpirer. Enfin, et c'est demain. Donc c'est pas la planète, c'est nous qui sommes en danger là aujourd'hui. Donc et je crois qu'on ne s'en rend pas compte. Est-ce que tu peux me donner ton prénom, ton nom et me dire ce que tu fais dans la vie? Julien Pierre, créateur de Fair Play hors planète, le premier label environnemental pour les clubs, les sites et les événements sportifs. Là, on sent que tu récites bien ce Ouais, que tu as à bien, réciter, mais avant de gérer ce label donc sur la transition écologique dans le sport, tu étais toi-même sportif. Ça a été le début de ta carrière où tu as travaillé tout en étant sportif, tu n'as été que sportif professionnel. C'est quoi ton parcours? Alors moi, je fais partie de la première génération qui a été rugbyman pro quasiment toute sa carrière. Okay. J'ai commencé au Stade Rochelet où j'étais pluriactif. J'avais mon diplôme au centre de formation de BTS et en même temps, je commençais à jouer. Et puis après, très vite, basculer dans le monde pro, dans un monde qui est en train de se construire et qui a évolué. J'ai eu la chance d'évoluer pendant 17 ans justement dans ce monde-là qui a grandi vite. Et donc c'était une expérience extraordinaire. Quand on te demande ton parcours sportif, c'est quoi? Comment tu le racontes? 17 ans, tu m'as dit, donc c'est évidemment long, il y a plein d'étapes, mais c'est quoi les grandes lignes que toi tu as retenues dans ce parcours? Wow, des rencontres humaines extraordinaires, des moments de vie incroyables, des défaites, des victoires, forcément. Puis un apprentissage, parce que j'ai eu la chance de jouer 17 ans, avec un sport qui a complètement évolué pendant 17 ans, une société qui a évolué pendant 17 ans, et une approche du sport aussi qui a évolué, de notre performance physique petit à petit, qui a complètement évolué. Donc cet apprentissage-là, et cet apprentissage de la vie aussi. Donc je retiens un peu ces grands moments. J'ai eu la chance de vivre des très grands moments avec des très grands joueurs. Lequel par exemple, tu penses à quoi quand tu dis ça? Tout de suite, je pense à la Coupe du Monde en 2011. J'ai eu la chance de faire une Coupe du Monde. On est en pleine Coupe du Monde, donc forcément, on y pense. Il y a ces moments-là et d'autres qui ont été marquants. Ouais. Quand on est sportif professionnel, on fait que ça, non? Enfin, c'est un travail de 25 heures sur 24. On est mobilisé à fond. Oui, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Peut-être pas forcément un temps. On fait pas 35 heures, mais dans la tête et dans l'engagement de tous les jours, bien sûr. Et pour pouvoir vivre, tu parlais de tennis tout à l'heure, des grands sportifs sont aussi obligés de s'astreindre une certaine hygiène de vie, règles de vie pour pouvoir durer et perdurer longtemps. Et ce qu'on a essayé de faire nous aussi pendant ces nombreuses années. Donc forcément, on est focalisé là-dessus. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours un peu atypique. J'ai grandi dans une famille très engagée dans la protection de l'environnement. C'est-à-dire mon grand-père a créé un parc animalier en Anjou. Et j'ai grandi dans un parc animalier que géraient mes parents. Et donc sensibilisé très tôt à la protection des espèces menacées, de leur écosystème. Je me souviens encore des discussions avec mon oncle qui nous disait que dans telle ou telle forêt, il n'y avait plus d'espèces parce que lui voyageait beaucoup et était déjà très engagé sur tous ces sujets-là. Et puis le rugby évidemment est passé devant tout ça et en fait j'ai été rattrapé quelques années plus tard où je suis parti avec lui à Sumatra. Et en fait quand je suis revenu j'ai pris une claque en disant j'ai vu un pays dévasté par des pipelines à perte de vue, des forêts brûlées, des mangroves rasées au bulldozer et des villageois. On était dans des villages très très loin où il y avait du plastique par terre. Et ça m'a marqué et j'ai voulu m'engager. J'ai commencé à m'engager comme ça et j'ai créé une association à l'époque qui est devenue un fonds de dotation et qui était un peu mon jardin secret quand j'étais joueur de rugby. C'était à côté ça, c'est-à-dire que tu as commencé à t'investir pour, disons, la protection de la nature, du vivant dans un premier temps, alors que tu étais toujours rugbyman professionnel. Ouais. Mais tu en parlais de ça autour de toi? Très peu. Pourquoi? Parce que c'était mon jardin secret un petit peu. Puis peut-être que je ne me sentais pas légitime pour pouvoir en parler, peut-être pas suffisamment de connaissances et d'expertise pour pouvoir en parler. Je voulais te faire aller sur un terrain, est-ce qu'il y a un peu de retenue aussi pour peut-être éviter, c'est peut-être caricatural ce que je veux dire, mais la moquerie, ouais c'est quoi ton truc, machin, voilà, à un moment donné le sport c'est le sport, on fait pas d'autres choses à côté, et puis ce thème-là particulier, c'est un thème de sensibilité, c'est un thème de...
Est-ce que ça t'a aussi gêné quelque part pour en parler? Non. Non, c'était ton jardin secret, juste. Non, 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 je pense. Je le vois pas comme ça. Peut-être qu'il y avait un peu de ça, hein, mais avec le recul, je le vois pas comme ça. Je dis pas non catégorique, c'est sûr, parce qu'évidemment, c'est des sujets un peu particuliers, et puis il faut de la maîtrise pour pouvoir parler de ces sujets. Donc, mais en tout cas, c'était quelque chose sur lequel j'avais envie de m'investir. J'ai voulu m'investir et on s'investit de plus en plus dedans. Ouais. Lorsqu'on est, disons, sportif professionnel, il y a évidemment un moment où il faut penser à la fin de sa carrière. C'est un marronnier chez les sportifs professionnels et c'est bien légitime. Alors certains vont devenir consultants, d'autres vont galérer, d'autres vont devenir entraîneurs et j'en passe. Toi, tu as su que ça allait être ta deuxième vie professionnelle, elle allait être engagée? Ouais, mais je crois que je peux pas faire autrement. Okay. Voilà. Voilà, j'avais ce jardin secret, ce fonds de dotation qui existe toujours, un Play for Nature, et on a envie qu'il prenne de plus en plus d'ampleur et sur lequel on communique de plus en plus. On est en train de mettre une vraie stratégie en place et pour devenir vraiment un acteur incontournable de la conservation dans les années à venir. Et puis voilà, j'avais aussi, j'ai eu la chance de vivre ces grands événements sportifs, ces Coupes du Monde et d'autres, de voir l'impact du sport sur la société, de voir l'impact de la parole d'un sportif sur la société et aussi ce que représente le sport dans cette société qui, à travers ses travers aussi, et que le sport peut être utilisé, peut être un vrai outil de sensibilisation, un vrai outil pour changer les mentalités, un vrai outil pédagogique pour toutes les jeunes générations, où les clubs de sport notamment sont des vrais acteurs du territoire. Et j'avais envie d'utiliser ça. Et puis j'ai fini à Pau, j'ai repris, j'étais directeur de la formation pendant 2 ans, j'ai repris mes études à ce moment-là et mon mémoire justement c'était la création d'un label pour les clubs, les sites, les événements sportifs. Et donc voilà, c'est là qu'on arrive. S'impliquer comme ça dans un projet, c'est qu'on estime qu'il y a des besoins qui sont importants. Et tu le disais, le sport a une vraie influence sur la société. Quand tu vois aujourd'hui l'écosystème des grands sportifs qui ont voix au chapitre, on voit notamment sur les réseaux sociaux, hein, il y en a certains, ils sont suivis par des millions, des dizaines de millions, je me demande s'il n'y a pas même quelques centaines de millions pour certains, c'est énorme. L'écologie, franchement, c'est pas trop le sujet, quoi. Non, c'est pas le sujet, mais aussi beaucoup de sportifs s'engagent sur les sujets sociétaux et c'est normal, c'est l'ADN même du sport, les sujets sociétaux. Et on parle beaucoup d'écologie, mais on en parle dans pas beaucoup de secteurs en réalité. On en parle beaucoup, mais sans en faire beaucoup, peut-être pas assez, enfin pas assez c'est sûr. Et encore une fois, c'est des sujets sur lesquels il faut être légitime. Le sport est très engagé sur tous les sujets sociétaux depuis très longtemps, les clubs, les événements et les sportifs par eux-mêmes. Et j'en connais beaucoup qui sont engagés, qui ne diront jamais rien, que ce soit financièrement ou par des dons ou physiquement, mais ne veulent pas forcément communiquer sur ce qu'ils font parce qu'il y a peut-être une sorte de pudeur, différents sujets. Et je pense que c'est à chacun de pouvoir aussi s'apparer le sujet sur lequel il a envie d'aller. Parce que moi, que tel ou tel joueur parle de tous les sujets, au bout d'un moment, on n'y croit plus, c'est plus vrai. Donc chacun doit s'approprier ces sujets-là. Et on voit de plus en plus de sportifs s'engager sur les sujets environnementaux. Et tant mieux, il faut. Et donc voilà, ça commence quand même. Le sport, il a entamé sa transition. Il en est où ce secteur? Quel est ton regard? Le sport est comme tous les secteurs, pas plus en retard, pas plus en avance. Certains ont commencé leur transition. Ce qu'il faut retenir par le sport, c'est que le sport, c'est 1% du bilan carbone, hors grands événements. Alors 1% du bilan carbone, ça représente quelques millions de tonnes de CO2 par an. C'est pas rien quand même. C'est pas rien, et c'est pas rien. Mais ce 1% est vite multiplié quand on parle du sport pro. Tu l'as évoqué, les réseaux sociaux. Pareil, fait le mimétisme. Ce devoir d'exemplarité du sport pro est extrêmement important. Et c'est là que le sport pro a son rôle à jouer de s'engager et de montrer qu'il s'engage. Et puis le sport amateur, qui a ce rôle pédagogique de sensibilisation. Parce que ce qu'on apprend à l'école de rugby, de foot, de badminton, de tennis, qu'il faut respecter l'arbitre, qu'il faut faire ceci. Si en plus on
on apprend qu'il faut trier, qu'il faut faire attention à ses consommations, ben on le répercute très vite à la maison et puis dans ses gestes quotidiens. Donc le sport a ce vrai engagement, donc ce 1% en fait ne veut pas dire grand chose parce que par effet multiplicateur il est bien plus important. Aujourd'hui, on voit certains grands événements sportifs commencer à mettre en avant des initiatives. Alors pour certains, ça va être le recyclage des centaines de milliers de bouteilles d'eau consommées le jour J. Pour d'autres, ça va être des médailles recyclées. On risque pas un peu le greenwashing sur ces cosmétiques? Il n'y a pas un moment donné quand même, il faut regarder les choses en face et dire faut y aller. Et c'est peut-être le rôle de Fair Play for Planet d'ailleurs. C'est évident qu'on peut toujours frôler le greenwashing. Après, c'est où on ne fait rien et on ne communique pas, ou alors on essaie de faire un petit peu et on se met en avant et on se met peut-être en danger sur le greenwashing. Mais du coup, si on se met en danger sur le greenwashing, ça veut dire qu'on va être challengé. Ça veut dire qu'on va être obligé d'aller plus loin demain. Donc greenwashing, est-ce que c'est mauvais? Nous, on n'est pas là pour dire faire peur, on n'est pas là pour dire que le sport qu'on défend est le sport le plus vert au monde, mais par contre rentre dans une démarche de progrès et essaye de réduire au maximum son empreinte environnementale. Après, quand on regarde les événements sportifs, 80% du bilan carbone, c'est le transport. Donc on ne pourra pas réduire comme ça. Oui, ça ne dépend pas que du sport. En plus, ça ne dépend pas que du sport, et voilà, ça dépend des territoires. Enfin, quand on voit certains clubs, ils prennent l'avion pour faire 300 km, alors qu'on pourrait les faire autrement, on se dit qu'il y a des marges de progression. Et des choses qui sont en train de se mettre en place, justement. Est-ce que la question du réchauffement climatique, avec toutes les conséquences qui y sont rattachées, on le sait aujourd'hui, donc on est en France à peu près un réchauffement d'1,7 degré en moyenne. On a récemment parlé de la préparation à une trajectoire plutôt de 4 degrés. Ce sera, espérons-le, bien en dessous de ça, mais néanmoins, les conséquences, elles sont déjà là et elles vont l'être de plus en plus. Comment est-ce que tu observes les acteurs du sport commencer à prendre en compte cette donnée-là? Mais je crois que personne ne l'a pris en compte. C'est le déni pour l'instant, en tout cas on ne regarde pas de ce côté. Je crois qu'on ne regarde pas encore de ce côté. Le sport, et pas que le sport d'ailleurs, je crois qu'on ne regarde pas encore, on ne se rend pas compte que plus 4 degrés, ça va changer beaucoup de choses. Don't look up quoi un peu. Oui, je pense, ouais, là pour l'instant, malheureusement on est un peu dans ce déni-là. Ah oui, il fait un peu plus chaud, oui. Ouais, c'est pas un peu plus chaud qu'il va faire. C'est ça. C'est pas un peu plus chaud qu'il va faire, il va faire beaucoup plus chaud et je pense qu'on est tous dans le déni, malheureusement. Qu'est-ce que c'est, selon vous, les bonnes pratiques à intégrer en tant qu'individu, justement, lorsqu'on veut aborder le sport plus durablement? Est-ce qu'il y a quand même certaines balises? Tu vois, quand on dit vous allez faire un pique-nique, on donne des tips, vous allez partir en vacances, on donne des tips. Est-ce que pour aller faire du sport, il y a aussi des tips? Pour aller faire du sport, évidemment, on va passer par le transport. Priorité au transport partagé ou doux, ouais. Mobilité partagée ou mobilité douce, que ce soit les spectateurs ou les joueurs, les sportifs, et puis réduire ce temps d'avion, tant qu'on peut le faire en moins de 3 heures, même moins de 4 heures, je pense qu'il faut privilégier d'autres moyens de transport, c'est évident. Et puis il y a ce rôle de sensibilisation, je pense aussi dans toutes les écoles de sport. En faire un sujet. En faire un vrai sujet, ouais, c'est vrai. Et c'est en train d'évoluer, on se rend compte que c'est vraiment en train d'évoluer. Et c'est aussi une opportunité, parce que quand on parle de RSE ou d'environnement aussi, le sujet est extrêmement vaste. Donc chaque territoire, chaque club, chaque structure sportive peut aborder le sujet un peu différemment. Par rapport à l'attente de son territoire, par rapport à ce qu'il peut faire, parce qu'on ne peut pas lancer tous les sujets en même temps, on ne peut pas parler de réduire l'empreinte sur le transport, sur l'alimentation, sur les déchets, sur le numérique, sur les achats, enfin, tout en même temps, le sujet est extrêmement vaste, donc c'est être capable d'identifier, structurer tous ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des sports qui posent particulièrement problème, où c'est vraiment la cata, et la Formule 1, je ne sais pas... Après, c'est inhérent aussi à ce sport-là, mais bon, j'imagine que c'est plus impactant que badminton, par définition. Je ne connais pas la comparaison d'un bilan carbone d'une course de Formule 1 et une station de badminton ou d'une station de ski. Ah oui. Ouais. Je ne connais pas. Mais on est dans des industries, là, on sait que ça pique un peu, quoi. Avant qu'on parle de Fair Play for Planet et qu'on comprenne bien le travail que vous faites, j'ai une dernière question, parce que je fais déjà le pari, pas très risqué, je ne suis pas un parieur risqué, qu'au JO ça va se passer. Qu'est-ce que tu penses de ces happenings de militantes et militants qui viennent perturber une compétition,
pour dénoncer l'urgence climatique. C'est un mode de désobéissance civile qui pose question comme plein d'autres. Mais justement, en tant que toi, ancien international, qu'est-ce que tu vois, tu es sur le terrain, c'est la Coupe du Monde, comment tu réagis là? Je me suis posé la question déjà, je ne sais pas comment j'aurais réagi à ce moment-là. Je pense que dans une démocratie, justement, c'est cette chance qu'on a d'avoir toutes les formes d'expression. Et oui, quand on voit des militants qui s'accrochent à des filles de tennis ou qui rentrent dans le terrain de foot, etc., bah, ça interpelle. Et c'est la chance de la démocratie. Donc, pour ou contre, je ne sais pas si c'est le sujet, mais en tout cas, le comprends. Je comprends et je comprends le message. Et ces messages-là, bah, on ne doit pas dire attention, c'est des gens qui viennent perturber, donc ils sont là pour faire passer un message. Parce que la situation est grave, peut-être aussi. La situation est grave. Je pense que la situation est suffisamment grave pour qu'aujourd'hui on puisse alerter. Et on doit tous prendre le chemin et s'engager maintenant. Fair Play for Planet, c'est un label qui travaille avec des clubs et qui les accompagne dans leur transition, mais qui évalue aussi à la fois les progrès faits et à faire. En quelques mots, comment vous travaillez? Comment ça marche? Comment ça marche? On a travaillé avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, sur un référentiel, 18 thèmes, 350 critères. Donc on parlait du transport, l'alimentation numérique, déchets, biodiversité, une partie sociétale, gouvernance, enfin pas mal, assez large, impact sur le territoire, bref. De la base référentielle, on vient identifier, qui nous permet d'identifier ce qui est fait dans les structures sportives. Donc tu parles des clubs, les clubs, pro, amateurs, les organisateurs d'événements sportifs, mais aussi tous les établissements sportifs, donc la patinoire à l'aréna en passant par l'hippodrome. Tout type de sport. Tout type de sport, et vraiment c'est cet outil universel pour le monde du sport. Et donc ce référentiel nous permet d'identifier ce qui a été fait, de le structurer à travers la lecture de notre référentiel et de pouvoir le valoriser à travers notre label avec 3 niveaux de label différents, avec une note minimum pour être labellisé évidemment, et une note qui ramène sur 100. Voilà. Vous êtes depuis peu entreprise de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que ça change? En réalité, ça ne change pas grand-chose pour nous. C'est une reconnaissance alors plutôt. C'est une reconnaissance. On s'est beaucoup posé la question, fondation, association. Moi, je suis déjà président de la fondation. J'avais pas forcément envie de faire le même modèle entre la mission, mais j'avais envie d'aller plus loin. Et en fait, l'ESS, quand j'ai commencé à lire ce que ça impliquait, j'ai dit, ça correspond à ce qu'on faisait déjà. C'est-à-dire répondre à défendre l'intérêt général. Donc c'était déjà écrit dans nos statuts. Après c'est plus des engagements sociétaux internes sur la gouvernance, avec une gouvernance partagée, avec un comité d'éthique, mais qui était déjà en place au sein de Fair Play, sur lequel on s'appuyait déjà, alors qu'il devient un comité d'éthique et stratégique, qui aura évidemment un peu plus de pouvoir dans la gouvernance. Et puis après au niveau des salaires, on s'est aussi engagé par rapport aux bénéfices. Le plus petit, le plus haut, voilà. Le partage de la valeur, etc. Voilà. Et des bénéfices seront 50% réagités tous les ans. Ben justement, puisque tu parles de bénéfices, moi je trouve que c'est une question qu'on ne pose pas assez sur les initiatives, qu'elles soient entrepreneuriales ou associatives, alors que c'est quand même le nerf de la guerre et c'est ce que, de mon point de vue, c'est ce qui va influer aussi sur l'efficacité, l'efficience d'un projet, c'est le modèle économique. On en parle trop peu de mon point de vue. Pour un label comme le tien, d'où viennent les revenus et qu'est-ce qui assure une indépendance aussi dans le traitement des dossiers qui passent entre vos mains? Alors l'indépendance, non, je vais reprendre pour les revenus tout d'abord. C'est un coût. Le label est valable 2 ans et renouvelable tous les 2 ans. Pour se faire auditer. Pour se faire auditer, voilà, donc le référentiel, l'audit initial, l'audit de suivi, différents services tout au long des 2 ans, et pour les événements identiques. Donc ça va, il y a ce modèle économique. Après l'indépendance, on a justement ce comité éthique, on a des auditeurs externes qui auditent à la base à la lecture de notre référentiel et les structures avec qui on travaille. C'est pas vous qui le faites, c'est des organismes de certification externes? Alors c'est pas des organismes de certification externes, c'est des auditeurs externes qui le font. Okay. On en fait nous aujourd'hui beaucoup parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe et besoin de renforcer nos connaissances, et on est encore tout jeune, donc on est qu'au début d'une aventure. Après, en termes d'indépendance,
Et tu parlais de ça peut-être indirectement. Nous, on travaille beaucoup aussi avec les marques qui investissent dans le sport. Beaucoup sont en train, je vais employer peut-être qu'on sera peut-être déjà avancé, mais sont en train d'intégrer nos critères dans les partenariats futurs. D'accord. Pour prendre en compte vos critères dans leur partenariat sportif. Voilà. Donc en gros, un club qui sera labellisé 1, 2, 3 étoiles n'aura pas le même partenariat qu'un club qui ne sera pas labellisé. Ah, c'est top ça. Voilà. Donc là, c'est un des gros chantiers. Pour inciter demain, pour faire des vrais leviers d'action. Et après, nous, on ne fait pas de partenariat direct. On a refusé un très gros chèque. Et justement, en questionnant le... Tu veux le dire ? Je ne peux pas dire. Je ne préfère pas dire, mais... Okay. Qu'est-ce que tu as refusé sur le fond ? On perdait l'indépendance. Okay. Moi, je veux garder mon indépendance, je veux qu'on garde cette indépendance. Et c'est aussi pour ça que l'ESS et le comité d'éthique stratégique qui sera à côté de nous. Voilà. Tu as dit plusieurs fois dans l'entretien, il y a urgence, je pense qu'on ne se rend pas compte, là ça ne bouge pas assez, tout en étant pragmatique, mais il y a quand même ces éléments de langage-là. Je ne sais pas si tu es papa, si tu as des enfants, si tu es tourné aussi vers ces générations futures-là, mais qu'est-ce que tu as envie de laisser sur ta route en faisant ce que tu es en train de faire aujourd'hui ? Moi, je suis papa d'une petite fille, 3 ans et demi. Alors tu penses encore plus à elle quand je te dis ça, parce que nous qui sommes parents, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas quand on pense à nos enfants, aux humains, aux petits humains, le monde qu'on va leur laisser, c'est pas rien. C'est quoi toi ton passage, tu vas en faire quoi ? Ce sera quoi ta trace demain idéalement ? De m'être engagé, d'essayer de le faire avec le plus de sincérité possible en tout cas. Ce que je pensais le mieux possible pour la planète et pour les hommes. Quand tu parlais tout à l'heure, tu posais la question, il y avait une phrase qui m'est revenue quand mon oncle s'est engagé, qu'il avait repris une association au Niger. Il a dit comment je peux faire pour sauver les girafes. À ce moment-là, il restait 75 girafes du Niger dans cette zone-là. Et au maire lui a dit, sauve les hommes, nous on s'occupera des girafes. Aujourd'hui, il y a plus de 700 ou 800 girafes dans cette zone. Alors malheureusement, c'est une zone qui est il y a beaucoup de terrorisme actuellement, mais cette phrase m'a marqué aussi. Et en fait, on n'est pas en train de sauver la planète a besoin de personne. C'est nous, dans quel monde on va vivre, dans quel monde on va vivre, on va voir nos enfants grandir. 50 degrés à Marseille pendant plusieurs semaines de l'année, ça ne sera pas vivable pour l'homme. À 50 degrés avec un taux d'humidité à 90% sur l'équateur, les gens vont mourir de chaleur. Enfin, on ne pourra plus transpirer. Enfin, c'est demain. Donc c'est pas la planète, c'est nous qui sommes en danger là aujourd'hui. Donc je crois qu'on ne s'en rend pas compte. Enfin, ouais, c'est bon, on est 8 milliards, on sera 10 milliards, 12 milliards dans 100 ans. Ouais, je sais pas. Merci. Je sais pas, c'est très gai, mais... c'est une réalité aussi.